Imaginez une partie d'échecs géopolitique, une partie qui dure depuis des décennies. Oui, Les pièces sont là, les stratégies sont connues, et puis, d'un coup, une seule phrase, un simple commentaire perçu comme une provocation, et voilà. pousse l'un des joueurs à, non pas à jouer un coup, mais à retourner complètement l'échiquier. C'est une excellente image. C'est un peu l'histoire que nous raconte notre source du jour, une analyse vidéo très dense sur les tensions récentes entre l'Algérie et la France. Selon elle, une déclaration d'un ministre français a déclenché une contre-offensive algérienne. Spectaculaire. Et sur tous les fronts. Exactement. Juridique, économique, symbolique. Notre mission aujourd'hui, c'est de décortiquer cette stratégie, de comprendre ces mécanismes tels que la vidéo nous les présente en tout cas. C'est exactement ça. Et il faut bien voir que la perspective de cette vidéo, elle va bien au-delà de la simple crise diplomatique passagère. Ah oui. Ce qu'elle décrit, c'est une tentative délibérée et méthodique de l'Algérie, sous l'impulsion du président Tebboune, de forcer une redéfinition totale de sa relation avec la France. Une redéfinition totale. Oui, on ne négocie plus à la marge. Il s'agit de changer les règles du jeu. La source présente ça comme une rupture fondamentale, une sorte de déclaration d'indépendance géopolitique du XXIe siècle. Alors, commençons par l'étincelle, ce fameux coup qui a tout déclenché. La vidéo pointe les propos de Bruno Retailleau, le ministre français. Oui. Il aurait suggéré, en gros, que la France devait revoir les accords migratoires et mémoriels avec l'Algérie, en disant que Paris n'avait pas à se plier aux exigences d'Alger. La source qualifie ces mots de méprisants et paternalistes. Un écho d'une autre époque, quoi. Et selon cette analyse, ce n'est même pas tant le contenu que le ton qui a mis le feu aux poudres. Ce ton est interprété comme le symptôme d'une forme d'angoisse d'une partie de l'établissement français face à ce que la vidéo appelle l'ascension fulgurante de l'Algérie. D'accord. Et la réponse d'Alger, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, n'a pas été un simple communiqué de protestation. Non, c'est une manœuvre d'une toute autre ampleur. Tout à fait. On parle d'un projet de loi. Une loi, carrément. Ça semble une réponse incroyablement lourde pour répliquer à quelques phrases, non? Justement. Et c'est précisément ce qui fait la force de la démonstration dans la vidéo. Elle soutient que l'Algérie a décidé de déplacer le débat. De le déplacer? Oui, de quitter le terrain purement politique et moral, celui des excuses, des regrets, pour aller sur un terrain juridique, contraignant. D'accord. L'analyse utilise une image très forte. Elle parle d'une institutionnalisation juridique de la sanction historique. Ce projet de loi, qui serait débattu le 24 décembre, il est présenté comme une guillotine politique. Une guillotine politique, rien que ça. Pour ce que la source appelle les nostalgiques de l'Algérie française. On quitte le domaine de l'opinion pour entrer dans celui de la loi, avec des conséquences très concrètes. D'accord, alors allons dans le détail de cette guillotine. La vidéo parle de 8 points fondamentaux. Le premier, et c'est sans doute le plus explosif, Oui, le cœur du réacteur. c'est la classification de tous les actes commis par la France coloniale entre 1830 et 1962 comme crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Juridiquement, ça change tout ça. Absolument tout. En droit international, les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Ça veut dire que le temps ne les efface pas. D'accord? Si une telle loi était adoptée, et surtout reconnue, elle ouvrirait une véritable boîte de Pandore juridique. Ça créerait une base légale pour des poursuites contre l'État français devant des tribunaux internationaux, des décennies après les faits. On transforme la plainte morale en arme juridique. C'est exactement ça. Et cette arme, elle a des implications financières. La source parle d'exigences de réparation pour les essais nucléaires de Reagan et Hinecker. Oui, Et de la restitution des archives, des restes, des résistants. Mais elle va plus loin. Elle évoque des sanctions pénales contre l'apologie du colonialisme. Et un point extrêmement sensible, les harkis, oui, la classification de la collaboration comme un acte de haute trahison, en citant explicitement les harkis. oui, et là il faut contextualiser. Les harkis, ces Algériens qui ont combattu avec l'armée française, c'est une blessure profonde, très complexe, des deux côtés de la Méditerranée. Bien sûr. En les inscrivant comme ça dans la loi, la démarche décrite par la source, elle ne vise pas que la France, elle envoie aussi un message interne très, très fort sur la définition de la loyauté nationale et de la trahison. C'est un acte qui solidifie un récit national, quoi. Attendez, la source s'avance un chiffre qui paraît fou. Elle parle de réparations qui pourraient se chiffrer en centaines de milliards de dollars. Oui, le chiffre est astronomique. Mais comment elle arrive à ce calcul? Ou est-ce que c'est surtout une estimation choc pour marquer les esprits?
Le point de vue de l'analyse, c'est que le chiffre est avant tout un outil de pression stratégique. Ah, d'accord. Ce n'est pas présenté comme une facture détaillée, mais plutôt comme une menace existentielle pour les finances publiques françaises. L'idée, d'après la source, c'est de rendre le coût du déni si exorbitant que la France serait tout simplement acculée. Elle serait face à un ultimatum, en fait. Voilà. Soit vous entrez dans un processus de reconnaissance et de réparation, soit vous vous préparez à une guérilla juridique mondiale qui pourrait vous coûter une fortune. Le chiffre, c'est un levier de négociation. D'accord. Donc on a cette forteresse juridique en train d'être construite, mais une forteresse, ça a besoin de ressources, d'indépendance. Et c'est là qu'on passe au deuxième front de l'offensive, le front économique. Tout à fait. La vidéo présente le président Tebboune comme l'architecte de ce pivot économique majeur. Et la stratégie, c'est de frapper la France au cœur, c'est ça que dit la source. Oui, c'est le terme utilisé. C'est-à-dire là où elle avait encore de l'influence. Ce n'est pas une simple diversification, c'est décrit comme un démantèlement ciblé de la dépendance économique. Et l'exemple le plus emblématique? C'est le rapprochement avec l'Italie. L'Italie est devenue le premier partenaire européen de l'Algérie. Ah oui. Et ce n'est pas anodin. Il ne s'agit pas juste de remplacer un client par un autre. Il s'agit de choisir un partenaire majeur du G7, ce qui crée, de fait, une fissure dans la cohésion européenne vis-à-vis de la France. C'est une manœuvre de diviser pour mieux régner à l'échelle méditerranéenne. Un peu, oui. Avec des accords clés dans le gaz, l'électricité et l'industrie automobile via Fiat. Donc, chaque accord, c'est une pièce qui est retirée à l'influence française. Et ça ne s'arrête pas à l'Europe, j'imagine. La vidéo mentionne Pékin, Moscou, Ankara. Exactement. Et là encore, chaque partenariat est présenté comme une décision stratégique. Avec la Chine, par exemple, ce sont les investissements massifs de Huawei dans la tech, dans la numérisation. À Tizi Ouzou, notamment. Voilà. Et la source affirme que Paris voit ça comme une invasion de sa zone d'influence traditionnelle. C'est la fin du précaré, même dans le numérique. Je comprends pour les alliances économiques et technologiques. Mais la source parle aussi de la Russie sur le plan militaire. Comment l'analyse connecte ça à la stratégie globale? C'est une simple modernisation ou c'est un message? C'est les deux à la fois. La coopération militaire avec la Russie aurait, selon la vidéo, transformé l'armée algérienne en une force de dissuasion régionale. D'accord. Il s'agit d'acquérir du matériel de pointe, bien sûr, mais surtout d'envoyer un message très clair. L'Algérie a désormais la puissance militaire pour garantir sa souveraineté. Elle n'a plus besoin de la protection ou de la validation d'une puissance occidentale. Elle peut se défendre seule. Et traiter d'égal à égal sur le plan de la sécurité. La Turquie est aussi mentionnée comme un partenaire clé dans ce rééquilibrage. Donc, si je suis la logique de l'analyse, chaque accord, que ce soit avec l'Italie, la Chine ou la Russie, n'est pas une décision isolée. Non, pas du tout. C'est une pièce d'un grand puzzle dont l'image finale, c'est une Algérie au centre de son propre réseau, où la France n'est Plus un partenaire obligé, un acteur parmi d'autres. voire un acteur marginalisé. C'est tout à fait le narratif proposé. L'affirmation centrale, c'est que l'Algérie n'est plus une arrière-cour, mais un pôle d'attraction. Et le principe qui soude tout ça, c'est la souveraineté absolue. C'est le mot d'ordre. Chaque décision est justifiée au nom de ce principe. On a donc vu le levier juridique, le levier économique, mais la source insiste sur un troisième front, peut-être le plus puissant car il est immatériel, la mémoire. Oui, Comment est-ce qu'on transforme le passé en arme diplomatique au XXIe siècle? en le rendant offensif. Le document parle d'une stratégie de mémoire offensive. Ce n'est plus une mémoire de la complainte ou de la victimisation. C'est une mémoire qui justifie la politique actuelle. C'est ça. Elle sert de fondement moral à la politique de fermeté. C'est l'argument pour dire « on ne peut pas tourner la page parce que vous refusez de reconnaître l'intégralité du livre ». Cette mémoire, elle devient le carburant idéologique de la rupture. Et pour alimenter ce carburant, la vidéo utilise des chiffres très symboliques. Elle parle de 8,5 millions de martyrs depuis 1830, Et les massacres du 8 mai 1945. avec le chiffre de 45 000 Algériens assassinés. Alors, indépendamment de leur exactitude historique, qui est débattue, Leur force symbolique est indéniable. Et c'est fascinant, parce que ces chiffres ne sont pas présentés comme des sujets d'étude pour un colloque d'historiens. non, ce sont des étendards politiques. Exactement. Ils servent à galvaniser l'opinion nationale et à légitimer l'intransigeance du gouvernement. La source est très claire là-dessus. Cette stratégie mémorielle ne repose plus seulement sur une posture morale, mais sur une force concrète, qui permet de la soutenir sans craindre de représailles. Et est-ce qu'il y a un exemple concret de cette assurance? Quelque chose qui montre que ce ne sont pas que des mots. La source en donne un qui est spectaculaire. La décision de fermer l'espace aérien algérien aux avions militaires français. Ah oui, c'est vrai. Et l'impact allégué énorme.
Selon la vidéo, cette décision a, je cite, paralysé les opérations françaises au Sahel et précipité le déclin de l'influence de Paris en Afrique. Que l'analyse soit juste ou non, l'acte en lui-même est un symbole de puissance. C'est une démonstration concrète de souveraineté. C'est le passage de la parole aux actes. Donc le message global, si on résume, c'est on n'a plus besoin de votre argent, on a de nouveaux partenaires, on n'a plus besoin de votre approbation, on a la loi, et on n'a plus besoin de votre permission, on contrôle notre ciel. C'est une aversion totale de la dynamique post-coloniale. C'est ça. Et c'est la conclusion de la source, formulée de manière très directe. Elle dit que l'Algérie de Tebboune traite désormais la France sur un pied d'égalité absolue et de réciprocité. Les citations sont claires. Le temps du complexe colonial est terminé et la France doit maintenant rendre des comptes. C'est une émancipation totale et assumée selon cette perspective. Totalement. Alors si on prend un peu de recul, qu'est-ce que tout cela signifie ? Si on suit le fil de cette analyse, on assiste à la description d'un changement de paradigme complet. Oui, On passe d'une Algérie qui était, notamment sur ces questions de mémoire, en position de demande, à une Algérie qui utiliserait tous les leviers de la puissance moderne pour imposer une relation d'égal à égal. Ce n'est plus une requête, c'est une exigence. la conclusion de l'analyse est sans appel. Elle décrit ça comme l'aboutissement d'une stratégie de rupture mûrement réfléchie. Le but, c'est de démanteler les derniers vestiges de ce qu'elle appelle la tutelle coloniale. Et ce projet de loi du 24 décembre, dans cette optique, Ce n'est pas qu'un texte juridique, c'est un manifeste. La vidéo le décrit comme étant à la fois le bouclier qui protège l'identité nationale et le glaive qui exige réparation. C'est une vision très forte d'une rupture nette, choisie. l'arrogance de Paris se heurterait à un mur de granit algérien, pour citer la source. C'est l'expression utilisée, oui. Cette analyse présente donc cette confrontation comme une leçon de souveraineté nationale au XXIe siècle. Et ça soulève une question qui va bien au-delà du cas franco-algérien. Si cette stratégie, telle qu'elle est décrite ici, s'avère payante pour l'Algérie, est-ce qu'elle pourrait devenir un modèle pour d'autres nations postcoloniales ? On pourrait imaginer un futur où les contentieux historiques ne sont plus que des sujets de débat, mais de plus en plus des outils juridiques, financiers, diplomatiques très puissants. Quelles seraient alors les conséquences pour les relations internationales entre les anciens empires et leurs anciennes colonies ? C'est une perspective qui donne à réfléchir.